Oui. Des études ont montré que les adolescents qui vivent dans des logements en précarité énergétique sont plus sujets aux problématiques de santé mentale parce qu'ils ne peuvent pas s'isoler. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau 10 minutes de Prève, les capsules des printemps de la Prève qui vous informent pour mieux agir. 10, c'est le clin d'œil aux 10 minutes que nous prenons pour aborder un sujet en particulier. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la précarité énergétique. Et 10%, c'est le pourcentage à partir duquel on va parler de précarité énergétique lorsque l'on dépasse cette part-là dans le budget d'un foyer. C'est un chiffre à nuancer. Nous allons en parler tout de suite avec Corinne Chadowski, consultante en promotion de la santé et environnement. Bonjour Corinne. Bonjour Olivia. Merci d'avoir accepté notre invitation dans ce nouveau 10 minutes de Prève. Merci de m'avoir invitée. On va parler aujourd'hui de précarité énergétique, un sujet que tu connais vraiment très bien. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, donc je suis Corinne Chadowski, je suis consultante en environnement et promotion de la santé. Après avoir travaillé plus de 25 ans dans une association spécialisée dans le domaine de la qualité de l'air intérieur et de la santé, j'ai élargi mes activités au domaine plus large de la santé environnementale et j'accompagne différents acteurs. Ça peut être des associations, ça pourrait être aussi des collectivités, des entreprises qui souhaitent agir pour un environnement favorable à la santé. D'accord. Avec un volet très social, une attention particulière vers les publics vulnérables, puisque au-delà de mes activités professionnelles, je suis aussi de longue date bénévole dans des associations du secteur social. D'accord. Et c'est ce qui nous réunit principalement, puisque nous aussi, on a ici à l'Institut Pasteur de Lille à cœur d'accompagner des publics en situation de vulnérabilité, précarité. Et justement, c'est le sujet d'aujourd'hui. On parle de précarité énergétique. Peut-être qu'il faudrait d'abord définir pour que les personnes qui nous regardent sachent bien de quoi on parle. Qu'est-ce que la précarité énergétique ? Alors, tu l'as dit dans ton introduction, il y a un chiffre clé qui est 10%. Au début, on avait considéré comme définition de la précarité énergétique les personnes qui dépensaient, qui avaient un taux d'effort énergétique, plus de 10% de leur revenu dans leur facture d'énergie. Ça peut être l'énergie, le logement, le chauffage, ça peut être la mobilité aussi, les dépenses de carburant. Il y a une précarité énergétique liée à la mobilité. Mais cet indicateur, il était restrictif. Alors, il y a 10% des revenus, mais il y a aussi bien sûr 10% des revenus pour les personnes aux revenus les plus modestes. C'est-à-dire que les personnes pour qui ce taux d'effort, justement, va avoir des conséquences d'arbitrage, par exemple, dans le budget avec d'autres dépenses, par exemple les dépenses de santé. Donc ça, c'est une première définition. Et 10% d'un SMIC n'est pas la même chose que 10% d'un salaire de cadre. Tout à fait. Donc il y a cette notion de revenu, d'effort sur les dépenses énergétiques. Et puis, il y a un autre phénomène qui a bien été repéré par l'Observatoire national de la précarité énergétique, qui a été créé il y a quelques années. Il y a ne pas se chauffer du tout. C'est-à-dire, dans le logement, on n'a pas les moyens. Et donc, phénomène d'autorestriction, on se chauffe beaucoup moins, voire on ne se chauffe pas du tout pendant l'hiver. D'accord, donc il y en a qui font le choix de ne pas se chauffer pour faire des économies d'énergie. Tout à fait. Et c'est notamment ce qui va occasionner des problématiques en termes de santé. D'accord. Alors, avant de parler justement des effets de la santé, qui est-ce qui est concerné aujourd'hui ? Est-ce que ça représente un grand nombre ? Est-ce qu'on parle vraiment des publics précaires au sens où chacun le voit ? Qui est derrière cette précarité ? Alors justement, c'est ce qu'a bien montré l'Observatoire national de la précarité énergétique. Il y a des tableaux de bord qui sortent chaque année qui montrent que non, ça va bien au-delà des précaires tout court, j'allais dire. Il faut distinguer précarité énergétique et précarité. Puisqu'il y a ce qu'on appelle les vulnérables, les personnes qui finalement ne sont pas habituellement, ont des revenus, ne sont pas forcément dans les tranches de revenus qu'on qualifie de précaires, mais qui vivent dans des logements mal isolés, qui font face à la flambée des coûts de l'énergie depuis plusieurs années et finalement qui voient leur budget se déséquilibrer avec des difficultés à faire face à cette hausse des coûts de l'énergie
pas forcément les moyens ou ne trouvant pas les aides pour rénover leur logement et qui du coup basculent dans une spirale qui peut les amener par contre au bout d'un moment à la précarité tout court. Oui, voilà. Donc la précarité énergétique peut amener tout à fait. À la précarité tout à fait. court. C'est ce qu'a bien montré d'ailleurs la Fondation pour le logement des personnes en difficulté, l'ex-fondation Abbé Pierre, qui travaille depuis plusieurs années sur ces phénomènes de mal logement et sur les questions de précarité énergétique. Cette espèce de spirale infernale en fait. Okay. Est-ce qu'on a un exemple, par exemple, on parlait lors de la préparation de notre vidéo d'un couple de retraités, par exemple, qui est propriétaire. Tout à fait. Ça, c'est un exemple qui était souvent mis en avant, justement. On a un emploi, on achète une maison, on élève ses enfants. Donc, on a une maison calibrée pour une famille de 3, 4, 5 personnes. Et puis, à la retraite, on voit ses revenus diminuer. On voit en parallèle les dépenses augmenter, notamment d'énergie. On ne peut plus faire face. Les enfants ont quitté la maison, donc on se dit bon on va limiter le nombre de pièces pour se chauffer. Donc on va vivre dans 1 ou 2 pièces et puis on va laisser le reste du logement sans chauffage et le logement va se dégrader. Et quand je parlais de spirale, c'est que petit à petit le logement est de plus en plus dégradé et donc le coût des travaux de réhabilitation est de plus en plus cher. Voilà. Et faire un prêt quand on a plus de 70 ans et qu'on est en retraite, ça peut être aussi plus compliqué. Voilà. On peut trouver tout un tas d'exemples avec les étudiants qui font le choix de ne pas se chauffer. On va retrouver donc dans les chiffres, tu disais que 75% des personnes font le choix de moins se chauffer ou voire de ne pas se chauffer du tout pour réduire leur facture d'électricité. Tout ça, ça a des effets sur la santé. On a des effets directs, des effets indirects. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, il y a effectivement des effets sur la santé, que ce soit la santé physique ou la santé mentale. Les effets directs, le froid dans le logement, tu l'as dit. Avoir froid, ça n'aide personne en termes de santé, ça va aggraver des pathologies hivernales, parfois bénignes comme le rhume ou plus graves comme des bronchites. Ça va faire ça va avoir des effets aussi à long terme sur la santé cardiovasculaire. Le froid pendant de très longues périodes, ça n'est pas bon non plus pour la santé cardiovasculaire. Et puis pour les personnes âgées qui vivent quasiment exclusivement à l'intérieur de leur logement, dans un logement froid, il va y avoir aussi des soucis de mobilité. Par exemple, tu sais, la mobilité des doigts. Quand on a froid, on a plus de mal à être agile, et d'autant plus quand on est âgé. Donc, il peut y avoir une recrudescence aussi d'accidents domestiques. Donc, ça, c'est vraiment les effets du froid sur la santé. Mais il y a aussi des effets indirects. Quand on a froid, la tendance, c'est on se calfeutre un maximum. Donc, on va boucher, par exemple, les entrées et les sorties d'air. Surtout si on veut réduire et avoir le plus chaud possible. Tout à fait. Tu vois, les entrées d'air neuf pour les chauffages, très important pour les chauffages à combustion, pour qu'il y ait une bonne combustion du côté de la chaudière, et les évacuations qui permettent d'évacuer tous les polluants qu'on produit par nos activités domestiques, ça, on va tout boucher. Donc, on va concentrer tous les polluants de l'air intérieur dans le logement. Donc, on va être soumis à une pollution de l'air intérieur plus importante, avec tous les effets sur la santé, respiratoire, cardiovasculaire ou autre. Et puis, quand on a du mal à se chauffer, on a aussi tendance à faire l'impasse sur certains dispositifs de sécurité. On va se dire, la révision annuelle de la chaudière, tant pis, je la fais pas, je la fais tous les 2 ou 3 ans, je ne fais pas ramoner les conduits de cheminée parce que ça coûte trop cher, et donc risque accru d'intoxication au monoxyde de carbone. Intoxication aiguë ou intoxication chronique. Tu sais, c'est l'intoxication plutôt... j'allais dire au quotidien, des doses faibles de monoxyde de carbone, ça ne t'amène pas aux urgences, aux caissons hyperbares, mais ça a là aussi des effets sur la santé cardiovasculaire, notamment ces effets à long terme de l'intoxication, grande fatigue, maux de tête régulièrement, à cause du chauffage principal ou à cause de chauffage d'appoint qu'on utilise, tu vois, les petits poêles à pétrole qui sont là en appoint théoriquement 1 à 2 heures par jour maximum, c'est ce qui est conseillé, et là on va les utiliser beaucoup plus longtemps, tout en calfeutrant tout. Et donc là, tous les polluants émis par ces chauffages, que ce soit le monoxyde de carbone, mais aussi d'autres polluants, vont rester confinés et on va le respirer quelquefois 24 heures sur 24 si on ne sort pas du logement. Donc les phénomènes d'intoxication, d'irritation, d'humidité aussi. On n'évacue pas l'humidité. Tu te doutes qu'un logement trop humide... Prolifération des bactéries, des moisissures, par exemple. Tu vois, les murs remplis de moisissures, malheureusement. Et donc là aussi... génère des allergies, de l'asthme, etc. Tout à fait. Effet sur la santé physique, irritation, allergie, problèmes respiratoires, et effet aussi sur la santé mentale. Mais alors comment est-ce qu'on peut avoir un effet sur la santé mentale? Imagine que tu vis dans un logement où il fait toujours froid, bourré de moisissures. Ça sent pas très bon, les moisissures, c'est pas beau. Est-ce que tu vas inviter tes amis? C'est clair que non. Voilà. Tu vas te dire, tu vas avoir tendance à avoir honte de ton logement, alors même que tu n'y es pour rien, bien souvent. Mais on a honte. On n'invite plus personne. Et donc, il y a repli sur soi, rupture du lien social. Qui est dans la définition de la santé
par Tout l'OMS. à fait. Voilà, on l'a bien vu pendant le confinement, hein, rester isolé chez soi et ne pas pouvoir inviter, avoir des échanges, effectivement, ça n'est pas bon pour la santé mentale. Ça a amené un gros problème de santé mentale publique. Voilà. Et si je reviens à l'exemple des couples aussi de retraités là, qui ne chauffent plus qu'une partie de leur logement, ça c'est valable aussi pour des familles où on se dit pour réduire la facture, on va se restreindre pendant l'hiver à 2-3 pièces, on ne va plus chauffer les autres et donc on va vivre un peu les uns sur les autres. Et là c'est l'inverse, hein, le fait de vivre les uns sur les autres, ça a aussi des effets sur la santé mentale, hein, et notamment chez les adolescents. Des études ont montré que les adolescents qui vivent dans des logements en précarité énergétique sont plus sujets aux problématiques de santé mentale parce qu'ils ne peuvent pas s'isoler. Un adolescent, il a besoin aussi de s'isoler de temps en temps, de laisser les parents d'être dans sa bulle, voilà. Laisser les parents aussi, on a besoin de s'isoler. Et les parents aussi, voilà. Donc, on n'a plus ce sas, en fait, pour pouvoir être dans sa bulle. Et ça aussi, ça a des effets sur la santé mentale. D'accord. C'est hyper riche et c'est un sujet dont on pourrait parler des heures. On a un temps assez limité dans cette capsule, mais j'aimerais bien quand même qu'on parle et qu'on donne un peu de conseils à ceux qui nous écoutent. Que faire si j'ai l'impression d'être en précarité énergétique, 10%, de toute façon c'est assez facile à calculer, ou si j'ai du mal à réhabiliter mon logement, etc., ou je connais quelqu'un, mes parents, mes grands-parents, qui pourraient être face à cette situation, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Alors déjà de ne pas rester seul face au problème, puisque, alors déjà de ne pas avoir honte, d'aller demander de l'aide. Hein. Ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident toujours, mais tu l'as dit, beaucoup de personnes sont concernées, surtout avec ces prix de l'énergie qui ne cessent de flamber. Hein. Il n'y a pas de honte à aller demander de l'aide et à aller le faire alors, en poussant une porte. Ça peut être la porte d'un CCAS par exemple, les centres communaux d'action sociale ou des CIAS quand c'est intercommunal, qui peuvent aider à trouver des aides financières déjà pour faire face aux dépenses. Il y a le très court, c'est je fais face aux dépenses. Voilà, et comme ça, j'évite les arbitrages avec d'autres postes, hein, alimentation, dépenses de santé, par exemple. Donc, il y a des aides qui existent. Il ne faut pas hésiter à pousser la porte de la mairie ou du CCS ou aller voir une asso locale, quelquefois dans les centres sociaux, dans l'espace de vie sociale. On peut trouver aussi de l'aide, hein, c'est-à-dire qu'on peut être orienté vers les bons interlocuteurs. Voilà. Et puis, il y a effectivement la réhabilitation du logement. Donc là, selon qu'on soit locataire, propriétaire, on va s'adresser à son propriétaire. Si on est propriétaire occupant, et qu'on se dit, bah oui, mais moi, le coût des travaux, c'est pas possible. Là aussi, il faut savoir qu'il y a énormément d'aides qui existent. Alors, c'est à la fois une richesse et une difficulté, parce qu'il y a tellement d'aides qu'on ne sait pas forcément par où commencer. Donc là aussi, pas hésiter à se faire accompagner. Il y a tout un réseau d'acteurs, le réseau France Rénov, par exemple, qui permet de définir ce qu'il y a à faire et puis quels sont les bons interlocuteurs pour trouver les aides et puis trouver les entreprises pour réaliser les travaux. Il peut y avoir aussi des acteurs locaux, là aussi, hein, qui accompagnent. Hein. Il peut y avoir des maisons de l'habitat durable, il peut y avoir là aussi des centres sociaux ou des acteurs locaux qui accueillent régulièrement des intervenants, des associations de consommateurs, des conseillers France Rénov, hein, qui finalement viennent hors les murs, viennent au plus près des habitants pour pouvoir informer. Donc là aussi, ne pas hésiter à se renseigner. Et puis, si on ne trouve pas dès la première porte, peut-être que la personne va t'orienter vers une autre. Voilà. Ça peut prendre un petit peu de temps. Mais il y a vraiment, on a une chance, hein, c'est qu'il y a énormément d'acteurs qui se mobilisent sur ces sujets. Et quelque part, ça vient peut-être aussi résoudre un autre problème qui est le lien social. Ça permet d'aller se renseigner, de se rendre compte qu'on n'est pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui sont concernées. Ces acteurs, en général, ont envie, ils sont là pour nous aider. Donc, l'idée, c'est aussi de se tourner vers eux. C'est donc un problème invisible. Et la précarité énergétique, je pense que très peu de personnes savent que ça existe. Ceux qui sont concernés, peut-être s'ignorent. Et c'est un problème invisible, en fait, il faut en parler et informer et sensibiliser pour que ça devienne visible et qu'on puisse trouver les aides et savoir déjà que ça existe et puis se tourner vers les bonnes personnes. On parle justement on parle d'avoir froid l'hiver et le problème de chauffage, etc. Mais il y a aussi un autre problème avec le réchauffement climatique qui vient engendrer encore plus de problèmes, de précarité énergétique quand on a chaud. Oui, alors il y a effectivement le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'un logement mal isolé
tu auras trop froid l'hiver et tu auras trop chaud l'été. Donc là aussi, on a toutes les actions de réhabilitation énergétique et puis là, c'est un peu plus compliqué de trouver les solutions l'été. C'est peut-être trouver les endroits réfrigérés où on puisse aller en journée, par exemple, pour faire descendre la température. Il y a alors je déconseille les climatiseurs mobiles parce que ça consomme énormément d'énergie, là aussi, donc ça peut être complexe. Il y a des moyens pour rafraîchir effectivement une atmosphère. Ça peut être par exemple un ventilateur devant lequel on va poser un peu de distance une bouteille d'eau qu'on a préalablement passée au congélateur. Donc, ce qui fait que l'air... On fabrique son propre climatiseur. Voilà, ce qui fait que l'air qui va être brassé par le ventilateur va passer effectivement autour de cette bouteille et l'air va être rafraîchi. Donc ça, c'est un moyen pour rafraîchir un peu l'air d'une pièce. Ok. Voilà. Très bien. On parle aussi de... Quand on parle de réchauffement climatique, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi que malheureusement, le problème de réchauffement climatique n'est pas forcément généré par les personnes en situation de précarité, mais que ce sont les premières qui vont en payer la facture. Eh bien, tout à fait. C'est un des grands problèmes, justement, qui est d'ailleurs mis en avant par beaucoup d'associations qui œuvrent dans ce domaine de la solidarité. Par exemple, la TD Quart Monde, qui rappelle bien qu'effectivement, les personnes en précarité ne sont pas les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, mais ce sont eux qui vont certainement payer le plus lourd tribut en termes d'impact du changement climatique. Et encore, on n'a pas parlé encore de nutrition, d'alimentation, d'activité physique, de mobilité, exactement. Merci beaucoup Corinne pour cette capsule, c'était riche. On pourrait encore en parler pendant des heures, mais on souhaitait faire de ces capsules un temps très court. Est-ce que tu as un mot pour la fin ? Le mot pour la fin, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est il faut informer, il faut mobiliser tous les acteurs à l'échelle d'un territoire justement, les professionnels de santé aussi, parce qu'ils peuvent repérer des situations et il faut qu'ils sachent vers qui ils puissent orienter. Voilà, donc c'est important que les collectivités mettent en place à l'échelle locale des liens entre les acteurs de l'amélioration de l'habitat et les autres acteurs, dont les professionnels de santé. Et puis ne pas rester seul. Comme je le disais, il y a un grand nombre de personnes, d'organismes qui se mobilisent. Voilà, ils ne demandent qu'à aider et donc il faut savoir pousser la porte. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas avoir honte, il faut pousser la porte. C'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup Corinne. Merci Olivia. Merci d'avoir suivi cette capsule des 10 minutes de Prèves. Nous espérons qu'elle vous a plu. Vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux, LinkedIn, Facebook, Instagram et toutes les vidéos sont visibles sur le site des Printemps de la Prévention.